C'est pour moi évidemment un honneur suprême, si j'ose dire, que d'être à la fois présenté dans une œuvre déjà ancienne et surtout débattu. Et je dois dire que ce débat a été organisé d'une manière tout à fait indépendante. Je l'ai accepté, bien entendu, j'en étais très honoré, mais c'est pas moi qui en ai eu l'initiative. Et d'autre part, ce n'est pas moi non plus qui ai planifié le programme. La responsabilité, c'est celle de Michel, de Francis et de Frédéric. Donc je tiens à les remercier encore une fois très chaleureusement. Et ma première constatation a été de dire que non seulement ça me touche, mais nous avons eu 2 jours d'échanges extrêmement ouverts, francs, amicaux, sans la moindre trace, je ne l'ai pas perçue, de rivalité, d'une quelconque aigreur ou d'une irritation quelconque qui viendrait d'un débat inachevé ou trop rapide pour que les participants n'aient pas le sentiment d'avoir répondu aux questions posées. Donc, à cet égard, je dois dire que pour moi, c'est un très grand plaisir d'avoir participé à cet échange de vues. Et d'autre part, la question qui a été posée, évidemment, c'est celle du débat que j'ai lancé dans neuronal entre neurosciences et d'une manière générale sciences de l'homme. Bon, c'est vrai qu'il a pu y avoir une prise de la Bastille à un moment ou à un autre, mais ce n'est pas pour moi le point essentiel, c'est que ce contact puisse avoir lieu. Et je dois dire que c'est peut-être la première fois, en ce qui me concerne, depuis 30 ans, que je me trouve confronté à un débat de cette nature. En effet, pendant des années, c'était plutôt une retenue, une certaine forme même d'hostilité de la part de certains représentants des sciences humaines, en particulier des philosophes, et aussi des psychanalystes, je veux dire. Les choses ont changé après 30 ans, et là, je me trouve au contraire avec des collègues et amis qui finalement sont intéressés, sans être nécessairement convaincus, mais au moins ils sont ouverts, l'échange est fructueux, et je pense que pour moi, c'est là la révolution. Je trouve que c'est un nouveau moment que personnellement je vis, bien qu'avec beaucoup d'entre vous ici présents, j'ai déjà eu évidemment de nombreuses discussions, avec Anne, n'en parlons pas, mais cette réunion, à mon avis, a ouvert, selon moi, un niveau supérieur de discussion, et j'espère beaucoup qu'il se poursuivra dans les années à venir. Je voudrais donc remercier les participants à ce colloque qui ont souhaité avoir cet échange, et encore une fois, je souhaite qu'il se poursuive. Mais je voudrais revenir sur l'origine de l'homme neuronal, et je tiens à dire que c'est mon premier ouvrage. Donc il a les imperfections de la première œuvre, si j'ose dire. J'avais eu des prédécesseurs éminents, puisque Jacques Monod avait publié Le hasard et la nécessité, et François Jacob, La logique du vivant, parmi d'autres livres. Donc il y avait un enjeu. Et je dois dire qu'il fallait, je dirais, avoir les nerfs solides pour se dire je me confronte à des maîtres aussi prestigieux. Donc ça a été une rédaction très difficile qui m'a pris 1 an et demi, et que je n'aurais jamais entrepris par moi-même. Je veux dire que j'étais à une période toujours d'actualité
très intense activité scientifique. Et pour moi, passer du temps à écrire un livre ne me paraissait pas souhaitable. Et je veux dire que c'est une personne que vous connaissez, qui a été déjà nommée, Odile Jacob, qui un beau jour de 1982, bon, je la connaissais pour l'avoir rencontrée très brièvement chez François Jacob lors de réunions qu'il tenait chaque année. Mais elle était partie aux États-Unis, là, elle rentrait tout juste. Et elle m'a invité à prendre le café avec elle, boulevard Raspail. Et là, elle m'a dit, écoutez, voilà, il faut absolument que vous écriviez un livre sur vos idées concernant les sciences du cerveau. Vos cours au Collège de France ont du succès. Il faut le partager au moins avec vos auditeurs. Donc, le discours était intéressant. Je n'ai pas été convaincu à 100% dès le départ, mais enfin, disons qu'à la réflexion, je me suis dit quand même, comme je le disais tout à l'heure, passer de l'énergie et du temps à écrire ces cours, bon, après tout, pourquoi pas les inscrire, j'ose pas dire dans le marbre, mais enfin en faire quelque chose qui puisse au moins avoir une certaine présence au niveau de la communauté scientifique. Donc, elle m'a convaincu et elle m'a aussi beaucoup suivi et encouragé à persister dans cette écriture qui, pour moi, au départ, était très difficile. Ça, je ne vous cache pas. Et si vous regardez le manuscrit de l'homme neuronal, je l'ai donné à la Bibliothèque nationale, et vous verrez qu'il est constitué de bandes de papier qui sont collées les unes au bout des autres. En fait, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, je ne pouvais pas revenir en arrière, donc j'écrivais mon texte par fragments que j'assemblais progressivement. Je ne vais pas me comparer à Marcel Proust, parce que ce n'est pas du tout mon ambition, loin de là, au contraire. Mais quand on regarde les manuscrits de Marcel Proust, ils sont souvent constitués d'éléments assemblés les uns au bout des autres. Et même sur ses épreuves, il a tout repris, et réassocie, et recombine. Il y a un côté, disons-le tout de suite, darwinien, évidemment, dans ce mode d'expression. Donc, c'était un travail difficile et je ne savais jamais si j'avais le style adéquat. Parce que, évidemment, il fallait que je transmette un message scientifique, c'était la première des choses. Et j'ai essayé de trouver de temps en temps quelques expressions qui animaient en quelque sorte le débat, alors, qui ont été mentionnées par les premiers conférenciers. Merci pour leur lecture attentive. Et je pense que pour moi, c'était plus une manière d'attirer l'attention et d'intéresser le lecteur et d'éviter qu'il s'ennuie à ne lire que de la science. Voilà. Alors, le livre a été publié et je pense que il a eu un succès auquel je ne m'attendais pas du tout, ni tellement Odile Jacob, bien qu'elle ait intentionnellement choisi un domaine où elle pensait que le public serait intéressé. Alors, deux remarques. La première, c'est que Bernard Pivot a joué un rôle important dans ce débat. Il m'a mis en face d'un dénommé Charon qui s'occupait d'une espèce de physique mystique un petit peu. Donc ça contrastait pas mal. Et l'échange, finalement, s'est produit d'une manière qui était sympathique. Et alors l'autre aspect que je vais dire qui est amusant, c'est que parmi les journalistes que j'ai pu rencontrer à ces moments-là, d'ailleurs tous ces documents sont dans les archives de l'Institut Pasteur, ceux que ça amuse peut-être à regarder, la presse féminine a joué un rôle important. J'étais très surpris de ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans cette presse féminine, il y avait un intérêt pour la psychologie, pour la psychanalyse, ça reste toujours une perception de la connaissance de soi-même et d'autrui qui est, à mon avis, bien plus développée dans la sensibilité féminine que masculine, qui ne s'intéresse plus
à son corps, à ce qu'il est, etc. Et finalement, je me demande si une partie du succès n'est pas due à ces lectorats qui a toujours d'ailleurs été présent à mes cours au Collège de France, et je m'en réjouis d'ailleurs. Donc c'était juste des anecdotes en passant. Cet ouvrage, par rapport à ce qui était publié à l'époque, a tranché son bénéfice, mais aussi contre lui. C'était un ouvrage personnel, et ça apparaissait tout de suite, comme une espèce de... Et cela a été dit d'ailleurs très élégamment par Frédéric Worms. C'était une vision d'une science en progrès, mais qui avait quand même un côté personnel et qui tranchait par rapport, par exemple, aux ouvrages d'Éric Kandel qui étaient proposés à l'époque, qui étaient des espèces de livres pour les étudiants collectifs en général, et qui ne faisaient pas cette présentation dans l'ensemble global des neurosciences. Donc il y a eu à cet égard une distance vis-à-vis de ces autres ouvrages, mais aussi sur le plan de la manière dont il a été conçu. D'emblée, je souhaitais qu'il soit des niveaux moléculaires jusqu'au niveau cognitif, avec chaque niveau identifié et décrit indépendamment, mais pour montrer que en fait, tous ces niveaux étaient interconnectés de bas en haut et de haut en bas. C'était ça la grande philosophie de l'ouvrage. Et je pense que le message à cet égard est passé. Je voudrais souligner aussi ce qui a été dit plusieurs fois, l'aspect pluri- ou multidisciplinaire. Et à cet égard, j'étais averti du débat extrêmement vif qui avait eu lieu entre Jacques Monod et Althusser. Et je dois dire que j'hésite depuis la lecture de l'ouvrage d'Althusser, du cours qu'il a enseigné ici d'ailleurs, et qui a été publié, à utiliser le terme interdisciplinaire. Alors je me suis rendu compte que beaucoup de conférenciers ici présents utilisaient le terme interdisciplinaire, disant qu'il s'agissait d'un mot d'ordre politique qui devait rassembler tous les ignorants de la planète sur un projet utopique. Ou quelque chose, enfin, je caricature Althusser, il a dit ça d'une manière beaucoup plus élégante que je ne le dis. Mais je pense qu'on a affaire ici à un phénomène médiatique qu'il a dénoncé, et je pense qu'il a tout à fait raison, et qu'on voit réapparaître avec les très grands programmes comme le programme européen de Human Brain Programme, où on essaye de tout englober, de tout prévoir, de tout dire, et en fait souvent d'avoir des ambitions qui vont au-delà des possibilités actuelles de la connaissance, et donc de donner l'impression d'une révolution nouvelle, d'un savoir nouveau qui va apparaître par des vertus de simplement le fait qu'il y a des dizaines de personnes qui vont travailler ensemble et trouver, je dirais, un thème commun. Je pense que ce n'est pas tout à fait faux, mais en fait, j'ai de loin préféré le terme multidisciplinaire à interdisciplinaire, parce que je pense que la biologie moléculaire n'est pas interdisciplinaire, en ce sens que ce n'est pas une science qui est ni moléculaire ni cellulaire, mais elle est moléculaire et elle est cellulaire. Donc pour moi, c'est plutôt une rencontre de disciplines où chacun des partenaires conserve non seulement sa spécificité, mais est capable de progresser en produisant des méthodes et des techniques nouvelles. Donc, je suis assez d'accord avec ce que dit Althusser. Il ne s'agit pas de faire un programme
vague où tout se fusionne, mais d'avoir au contraire la réunion et surtout la coopération de disciplines qui conservent leur excellence à la fois technique et conceptuelle, de les mettre ensemble pour créer éventuellement une nouvelle discipline, mais qui n'est pas intermédiaire entre les éléments constitutifs. Donc, pour moi, j'ai beaucoup je souhaite toujours beaucoup insister sur le thème multidisciplinarité. Enfin, je voudrais dire, pour terminer brièvement sur la première partie de mon introduction, elle sera très brève, qu'il y a évidemment, en dehors de toute apparence, et je souhaiterais que ça soit lu comme ça maintenant, il y avait encore beaucoup d'inconnus qui restent d'ailleurs dans l'homme neuronal. Et j'ai essayé de présenter les connaissances nouvelles de l'époque, mais il est évident que je n'avais pas, et je n'ai toujours pas d'ailleurs, la prétention de tout comprendre dans le cerveau de l'homme et de tout expliquer par les activités de ces neurones, de ces cellules gliales. Je pense que je voulais attirer l'attention sur l'importance des connaissances nouvelles sur le système nerveux, rassembler ces éléments et les présenter comme objet de débat et d'interface, d'échange, de monnaie d'échange avec essentiellement les disciplines qui n'étaient pas présentes dans l'homme neuronal, c'est-à-dire tout ce qui est sciences humaines, anthropologie inclus, sociologie, et je dirais même, dans une certaine mesure, histoire. Alors ça me rappelle une question de Jean-Pierre Vernant, pour qui j'avais beaucoup d'estime et d'amitié, qui, à une réunion, je ne sais pas, de l'Union rationaliste, où il avait présenté l'histoire de la raison en Grèce, c'est-à-dire comment la raison scientifique s'est développée dans la cité grecque, etc. Il m'a dit, mais quand je t'écoute, je ne vois pas où est l'histoire, moi. Tu me dis des choses qui me paraissent très intéressantes, mais je ne vois pas où je suis là-dedans. Je lui dis, mais voilà, tu es là dans le cerveau. Parce que l'histoire, après tout, elle est faite par les hommes, donc par leur cerveau. Et puis, elle est enregistrée et elle est mise là sous forme de circuits culturels ou bien d'artefacts écrits ou objets d'art qui sont plus stables que nos activités neuronales. Et voilà comment s'écrit, se constitue et s'écrit l'histoire. Et je ne sais pas si je l'ai convaincu, mais je pense que le dialogue avec les historiens est évidemment un dialogue intéressant à avoir. Et ce serait peut-être une ouverture pour le futur. Et aussi, bien entendu, de poursuivre et d'intensifier sur au moins un certain point le débat avec les philosophes. Parce que comment je vois la philosophie dans le cadre de l'homme neuronal, et quand je l'ai écrit aujourd'hui, c'est pareil. Pour moi, la philosophie est une analyse critique de ce que produisent les scientifiques. Le philosophe est là, il lit, il fait une synthèse, il dit il faut mieux comprendre cet aspect-là des choses. Et il faut proposer un modèle. Donc je les vois comme des partenaires modélisateurs, même s'ils ne modélisent pas sous forme de système algorithmique écrit dans un programme et simulé sur un ordinateur. C'est peut-être pas nécessairement leur rôle, ils pourraient le faire. Mais au moins, ce sont des partenaires théoriciens dont le rôle critique peut être évidemment extrêmement important pour le scientifique, expérimentateur et théoricien, que je peux être, ou que d'autres scientifiques peuvent être. Donc je pense qu'ils ont tout à fait leur rôle à jouer. Maintenant, il y a un autre aspect qui est évidemment extrêmement important, c'est les conséquences. Je ne l'avais pas abordé juste tout à fait à la fin, et ça a été noté d'ailleurs.
les conséquences que ces découvertes peuvent avoir pour la société. Et entre autres, dans le débat éthique. Je pense que ce débat est extrêmement important. Nous l'avons actuellement au Human Brain Programme, mais il est loin d'être achevé, et je dirais même entrepris. Et ces conséquences sont considérables. Et entre autres, il y a tout un aspect sur lequel il y a un débat, parce que nous différons à cet égard en Europe de ce qui se passe aux États-Unis. C'est qu'aux États-Unis, ces projets sur la recherche sur l'homme sont pour beaucoup financés par l'armée américaine. DARPA finance une fraction très importante, au moins 30% des crédits de recherche sur le Brain Initiative. Et en ce qui concerne l'Human Brain Project, d'une manière assez unanime, enfin du moins parmi la section éthique, nous avons dit qu'il n'était pas souhaitable que les partenaires du Human Brain Programme reçoivent des crédits militaires et que les projets du Human Brain Programme puissent être directement appliqués les militaires. J'ai débattu de cela avec nos collègues américains. Eux ne comprennent pas notre position. Je dois le dire, pour beaucoup, pas tous, loin de là. Mais je considère que c'est un sujet qui est extrêmement sensible et sur lequel, évidemment, je ne vais pas prendre position ici sur ce sujet, mais je pense il demande un débat ouvert, parce que c'est quand même une des conséquences primordiales pour la société de savoir si tous ces progrès peuvent être utilisés à des fins qui ne sont pas nécessairement celles que Pasteur souhaitait pour le bien de l'humanité. Alors, il faut aussi voir le bien à plusieurs niveaux et dans un cadre historique, etc. etc. Enfin, c'est un sujet très difficile. Donc, je pense qu'il faudra très rapidement élargir ce débat et en parler ensemble, ouvertement, franchement. Un autre aspect, évidemment, qui est majeur, c'est les applications à la compréhension des maladies neurologiques et psychiatriques. Alors là, on tombe sur un problème qui n'est pas qu'un problème intellectuel ou pratique, c'est le financement. Et quand on regarde les financements de la recherche au niveau mondial, d'ailleurs, sur les maladies cardiovasculaires, sur le diabète, sur des quantités d'autres maladies, on se rend compte que le financement des travaux de recherche sur les neurosciences en général, des pathologies qui s'attaquent aux neurosciences, est beaucoup moins important, en toute proportion. Et il faut se rendre compte que chaque année, tu me corrigeras, Yves, si je me trompe, mais le coût pour la santé publique des maladies du cerveau, c'est-à-dire neurologiques et psychiatriques et tout ce qui s'ensuit, la douleur, etc., c'est de l'ordre de 400 à 500 milliards d'euros par an. C'est à peu près ça. 700 en Europe. 700, voilà, c'est milliards d'euros. Donc, c'est une somme qui va aller avec le vieillissement de la population en s'accroissant. Et elle est considérable. Les sociétés pharmaceutiques s'intéressent de moins en moins au développement d'agents pharmacologiques sur le cerveau, comme tu le sais, tout le monde le sait ici, parce que c'est très difficile, parce qu'il y a des effets secondaires, parce que la recherche est longue et n'est pas immédiatement productive. Résultat, on va se trouver confronté au niveau de la société avec un accroissement énorme des dépenses de santé, en grande partie, je dirais en majorité, puisque c'est majoritairement lié aux sciences, aux troubles du cerveau et aux maladies qui l'attaquent, sans mettre les moyens qu'il faut pour, je dirais, arrêter cette évolution. On se trouve un peu confronté au même paradigme que celui de l'environnement et du climat et de ses conséquences. On sait que les conséquences
du changement climatique vont être catastrophiques pour l'humanité dans 40 ou 50 ans, mais réellement catastrophiques. Toutes les prévisions sont là. Mais ce qui est fait n'est pas proportionnel à ce qui nous attend. Et je pense que pour les maladies du cerveau, on se trouve confronté à un problème qui me paraît de même nature. Donc il y a, je dirais, une action politique importante à avoir dans ce domaine. Non seulement ce qui touche l'homme neuronal, mais aussi, bien entendu, tout ce qui est en relation avec cet Homo sapiens qui est présent ici, avec la société, l'environnement, la vie commune, que sais-je encore. Donc, je voulais insister sur ces deux aspects qui sont directement en relation. Alors, évidemment, fort heureusement, on peut aussi s'intéresser à des aspects qui sont moins dramatique que ce que je viens de dire, qui est la relation avec la musique, par exemple, ou avec la peinture. Donc voilà ce livre qui sort avec Pierre Boulez et Philippe Manoury, Les neurones enchantés, cerveau en musique. Mais je dirais que ça n'enlève rien aux deux problèmes que je viens de mentionner. Je vais très brièvement pour terminer et ensuite ouvrir la discussion parce que je pense que c'est pour ça qu'on est là ce soir, c'est d'avoir peut-être une discussion très ouverte sur toutes les questions qui ont été débattues. Je vais juste vous montrer quelques progrès récents, qui sont des progrès scientifiques, et qui méritent un peu notre réflexion dans la recherche pour l'avenir. Michel nous a parlé de la relation entre gènes et phénotypes, et je dirais qu'au moment de l'homme neuronal, on pensait qu'il y avait plus de gènes qu'il n'y en a dans le génome humain. C'était de l'ordre de 100 000 à l'époque, comme ça. Je crois que c'est ce que je chiffre, ou 150 000 ce que tu as mis. En fait, c'est 10 fois moins. Donc, le paradoxe est encore beaucoup plus important. Et ce qui est sympathique, c'est que de la souris à l'homme, le nombre de gènes ne change pas. Bon, donc, c'est sympathique parce que ça nous rapproche de la souris, ou la souris nous rapproche de l'homme, mais ça nous pose un problème dramatique comme biologiste moléculaire du cerveau. Et je dois dire que le problème, je l'ai posé dans l'âme neuronale dès cette époque-là, tu as bien fait d'ailleurs de le mentionner, à mon avis, il n'est toujours pas résolu. Et je pense que là, il y a un changement de paradigme dans la relation gène-phénotype. Il y a cet accroissement non linéaire de la complexité cérébrale que tu as mentionné. Et néanmoins, on ne sait pas ce qui se passe au niveau du génome qui fait que, je dirais, en 2 millions d'années, on est passé de l'Homo habilis à l'Homo sapiens. On ne sait pas trop, sinon que, pour expliquer cette espèce d'accroissement ultra rapide qui a été d'ailleurs souligné par exemple par Jean-Jacques Hublin à sa leçon inaugurale au Collège de France, ça tranche tout de suite sur l'évolution du cerveau chez les primates supérieurs, qui est relativement linéaire, calme. Et là, c'est exponentiel. D'où l'idée qu'il y a peut-être, à ce niveau-là, je dirais, une relation entre le développement du cerveau et l'évolution génétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces ancêtres de l'homme ont développé des pratiques sociales qui ont permis cette évolution ultra rapide des fonctions cognitives et cet accroissement de taille et aussi des changements dans l'organisation et la distribution des territoires corticaux. Alors, quels sont ces mécanismes? Dans l'homme neuronal, j'avais soulevé cette question. C'est une question un peu taboue, parce qu'elle touche évidemment à l'eugénisme. Il y avait ce qui a beaucoup plu à certains collègues masculins, la polygamie des chefs. C'était une méthode. Et bon, je dis ça simplement à titre en curiosité. Disons que pour les féministes, il y avait évidemment la bonne mère qui est capable de
d'accroître la survie de sa progéniture, parce que la mortalité infantile était considérable à cette époque-là. Toujours est-il que, et ça reste quand même un paradoxe extrêmement intéressant, que cette évolution qui a sans doute été sous le contrôle, en partie du moins, des fonctions cérébrales des nouveaux venus, a conduit à la sélection d'un cerveau assez étonnant, en le sens que, d'abord, le nouveau-né doit être pris en charge par l'environnement immédiat, les parents. Et donc il est, je dirais, infirme, incapable pendant de nombreuses années, et qu'il lui faut 15 ans, ou plus même, pour faire un cerveau adulte. Or, à cette époque-là, l'Homo sapiens ne vivait qu'une trentaine d'années, maximum. La survie était, à part quelques individus qui étaient très âgés, qui survivaient. Donc ça veut dire que, au fond, l'évolution, entre guillemets, darwinienne, est-ce qu'elle est vraiment, enfin, génétique, cette évolution génétique a conduit à la production d'un individu qui passe pratiquement la moitié de sa vie à construire son cerveau et qui n'utilise qu'une très faible partie, enfin, autant d'années d'ailleurs qu'il a fallu pour les construire, peut-être parfois moins. Donc c'est un paradoxe extrêmement intéressant sur l'origine des cerveaux de l'homme sur lequel on peut essayer de méditer. Donc cette idée sur l'évolution s'accompagne aussi d'un problème plus fondamental qu'il n'y a pas de relation simple entre le génotype et le phénotype, ça on le savait. Mais le paradoxe est soulevé encore par les travaux de Bourgeron à l'Institut Pasteur récemment sur l'autisme, où vous voyez en orange là sur ce schéma qu'il y a plus de la centaine de gènes de prédisposition. Il y en a à peu près 200, sinon plus. Alors ça veut dire que la relation gène-phénotype ne peut pas... Et pourtant le phénotype c'est relativement simple. Enfin bon, encore une fois, il est difficile à définir. Mais... Ça veut dire que notre modèle standard issu de Mendel et de Biddle et Tatum, un gène, un enzyme, un gène, une fonction, oublions-le. Et il va falloir penser en termes d'assemblée d'activités géniques, comme on parle d'assemblée de neurones pour les fonctions supérieures du cerveau. Donc c'est un nouveau paradigme qui reste encore à développer et confronté avec les données de l'expérience. Alors, un autre progrès au niveau moléculaire a été le fait que, d'abord, on arrive à identifier les molécules qui interviennent dans la communication neuronale. Ça, c'était déjà fait. Ça venait d'être fait au moment de l'homme neuronal, mais un progrès récent, c'est que on arrive maintenant à comprendre la structure atomique. Donc ce n'est même plus un homme neuronal, c'est même plus un homme moléculaire, c'est un homme atomique, si j'ose dire. Donc ça évidemment peut paraître sans importance théorique fondamentale, mais il y a deux aspects. Sur ce schéma, vous voyez la structure rayons X d'un récepteur de glioobactère, c'est une bactérie. Ça peut vous paraître très loin du cerveau de l'homme. Eh bien, pas du tout. Cette organisation atomique est extrêmement voisine de celle que l'on connaît des récepteurs du cerveau de l'homme, qui viennent d'ailleurs pour beaucoup d'être publiés cette année. Il y a eu celle du récepteur GABA, celle du récepteur 5-HT3, etc. Donc nous avons dans notre cerveau des récepteurs qui ont été en fait sélectionnés chez les bactéries il y a plus de 2 milliards d'années. Alors quand je vous parlais de la contrainte temporelle qu'imposent les protéines allostériques dans la transmission des signaux nerveux, et l'étonnement d'Alain Kohn que le cerveau humain a utilisé des
vitesse de propagation des signaux extrêmement lente comparée aux ordinateurs qui utilisent les radiations électromagnétiques. Il m'a dit, mais pourquoi les êtres vivants n'utilisent pas les radiations électromagnétiques dans leur communication cellulaire? Explique-moi ça. Je lui ai dit, simplement parce que nous avons une évolution derrière nous et là, alors, c'est un exemple absolument impressionnant où ce sont vraiment les bactéries qui nous imposent nos temps psychologiques, si j'ose dire. Donc ça, une première conclusion. Je pense qu'il y a... Et alors l'autre aspect, évidemment, d'importance sur le plan de la pharmacologie moléculaire. Enfin, je ne vais pas entrer dans le détail de tout ça, mais pour dire que justement l'application de l'allostérie à la conception de nouveaux médicaments est évidemment un problème pour nous qui nous préoccupe énormément pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Il y a urgence de trouver de nouveaux médicaments qui luttent contre le vieillissement cérébral, les maladies dégénératives, on est tous d'accord, hein, c'est Parkinson, etc. Et l'idée, c'est qu'on puisse construire de nouveaux médicaments qui agissent sur des sites qui ne sont plus celui du neurotransmetteur ou des canaux, mais qui sont des sites modulateurs qui se retrouvent sur la molécule et qu'on peut identifier par les méthodes de cristallographie que j'ai mentionnées tout à l'heure. Donc ça, c'est un petit trait de la neuroscience que maintenant, c'est non seulement plus de la neuroscience moléculaire, mais je dirais que se situe au niveau de la structure atomique des composants de notre propre cerveau. Alors à l'autre bout, évidemment, il y a énormément de travaux qui se font, entre autres avec l'imagerie, mais pas seulement, hein, je tiens à le dire, parce que l'aspect cognitif, c'est évidemment de comprendre des ensembles de neurones, des assemblées de neurones, et de relier ces réseaux actifs, en quelque sorte, ou l'état d'activité dans des réseaux, à des comportements. C'est ça le but, en quelque sorte, de la neuroscience cognitive actuelle. Et arriver à établir une relation de cause à effet. Ça reste notre propos. Alors, là, juste, je montre les études qui ont été faites par divers groupes, entre autres par Le Bihan, qui a été à l'origine de cette méthode, qui s'appelle la tractographie ou la RMN de diffusion, qui nous donne un aperçu de la connectivité à longue distance dans notre cerveau. Et justement, quand on pense à des fonctions intégrées comme l'accès à la conscience, évidemment, comment on va réunir ces territoires du cerveau qui forment, j'aime pas le théâtre unique, mais enfin disons qu'ils sont réunis dans un lieu cérébral où on peut à la fois voir, entendre, se souvenir et raisonner. C'est ce que vous êtes en train de faire, je vous signale. Donc, ce que vous voyez, en fait, se situe là-dedans. Bon, alors, une manière de réunir tout ça, évidemment, c'est l'idée qu'on a développée ensemble, Stanislas, Michel Kerveg et moi, c'est l'idée que cet espace de travail dans la conscience a déjà été mentionné élégamment par Yves, et dit simplement que ces nouvelles technologies permettent d'aborder des nouveaux modes de relation entre les divers territoires du cerveau. On est très loin de les comprendre toutes, très très loin. Mais au moins, ça vous donne une idée peut-être renouvelée de la manière de voir les choses au niveau cérébral. Oublions la phrénologie de Gall, utilisons les techniques dont nous disposons, dont l'imagerie cérébrale par RMN fonctionnel, mais aussi prenons en compte d'autres techniques, prenons ces nouvelles techniques d'imagerie, de la connectivité, des moyens d'enregistrer, par exemple, la coordination, la cohérence entre assemblées de neurones, etc., qui nous permettent de progresser dans l'avenir. Et je dirais même d'aller là où Anne souhaitait que
nous allions, et Kant nous y incite, c'est, je dirais, non seulement la logique, mais la cohérence du propos. Et il s'agit d'ailleurs de manière que j'ai montré déjà dans l'homme neuronal à l'époque, où lorsque on fait entendre un sujet, il a tartiné le pain chaud avec de la confiture, bon, il y a un certain type d'onde qui apparaît. Mais si on le dit, il a tartiné le pain chaud avec des chaussettes, alors là, il y a une onde d'incongruité, d'appropriation sémantique qui fait que on a un signe que, au fond, il y a une discordance entre le mot et le contexte, etc., et qui nous mène à, on est encore loin, à l'organisation d'une séquence congruente d'éléments sémantiques qui va être une proposition langagière. Et aussi, pour l'expert qui examine un tableau et je dirais l'amateur d'art, de se dire « Ah, mais c'est pas un Rembrandt, c'est un faux. Alors, c'est un faux Rembrandt, c'est pas par lui, etc. » Alors, comme vous savez, c'est un problème qui vaut de l'argent et qui est un processus cérébral. Hein, quand j'en ai parlé avec des experts de l'hôtel d'Oro, ils me disent « Mais bon, oui... en général, nous ne nous trompons pas. Hein. Quand on n'en est pas sûr, on est attribué à, etc. C'est vrai. Mais toute l'opération d'identification d'une œuvre, de la reconnaissance de son appartenance, est liée donc à justement un type de confrontation entre une représentation actuelle et une représentation mémorisée. Et je vais terminer juste par dire que il y a une ouverture que je trouve très importante pour nous tous, c'est évidemment l'ouverture vers les modes de régulation entre individus au niveau de la société. C'est une régulation intercérébrale. Ça a été évoqué à plusieurs reprises dans les débats qui ont eu lieu. Et évidemment, pour le neurobiologiste, le cerveau de l'homme est rationnel et social. Je ne préfère pas l'un à l'autre, les deux. C'est-à-dire qu'il y a eu un aspect évolutif qui correspond peut-être aux origines de l'Homo sapiens, où la vie sociale a pris une importance capitale, ça a été discuté, et où, disons, la sélection qui a eu lieu a favorisé l'apparition d'un cerveau qui est tout autant rationnel que social, et la représentation de l'autre comme soi-même joue un rôle capital. Alors, juste pour dire que même ici, à l'économie supérieure, avec ce que fait Koechlin, se trouve une discipline qui est évidemment extrêmement importante, qui est la mise en place de règles épigénétiques qui sont des règles de conduite. Hein, c'est éthique, mais aussi esthétique, qui fait que l'artiste peint ou écrit sa musique dans un style qui lui est propre. C'est-à-dire qu'il y a un effet, je dirais, de haut en bas de la règle qu'il a choisie, qui s'est construite dans son univers cérébral, qui va contrôler ses conduites actuelles dans l'acte créateur ou dans la production de nouvelles règles de vie sociale. Donc, je pense qu'on peut déjà penser à aborder ces questions sur le plan neuroscientifique, et c'est ce qui est, je pense, un espoir à venir. Effectivement, j'ai une vision relativement, je dirais, optimiste, dans la mesure où si on se représente l'autre comme soi-même, on va en quelque sorte éviter de lui faire subir ce que soi-même on ne souhaite pas subir. Hein. S'il y a à la fois, je dirais, empathie et sympathie, et il n'en reste pas moins qu'il y a de notables exceptions qui ont existé dans l'histoire et qui existent aujourd'hui.
Et je dois dire que personnellement, je suis très sensible aux commentaires d'Anne. C'est un problème qui est quand même fascinant, tristement fascinant, de voir se répéter la barbarie qu'on a connue en Europe. Et là, on n'a pas critiqué la religion, l'endroit, etc., mais c'est la même barbarie, je dirais, dans des conditions évidemment différentes et triste à voir. La barbarie du nazisme dans les années 40 et maintenant cette barbarie que l'on voit dans le Moyen-Orient où on a l'impression que tous les actes d'une cruauté inimaginable ou impensable peuvent être perpétrés. Et je pense que le paradoxe qu'on a bien connu avec les nazis, c'est que ils étaient capables, certains des officiers qui dirigeaient les camps d'extermination, etc., de perpétrer des actes d'une barbarie inouïe et en même temps d'avoir une vie familiale, une vie professionnelle, une vie sociale qui, en apparence, était celle de la normalité. Alors, pour moi, c'est un paradoxe, si j'ose dire, neuronal, qui me paraît extrêmement important de comprendre et d'éviter. Et j'espère que nos connaissances sur le cerveau nous permettront d'avancer dans le cadre, évidemment, d'une structure sociale, d'une structure économique, d'une structure politique qui va de concert avec ces actes irréparables. Je vous remercie. J'excuse d'avoir été un peu triste pour la fin, mais je pense que ça doit aussi nous faire réfléchir. Et au fond, je terminerai sur un seul mot, qui est d'ailleurs, si j'ose dire, ce que nous souhaitons faire au Human Brain Programme, c'est en fait de faire une innovation par la recherche qui soit responsable vis-à-vis de l'humanité.